Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission du Nouvel Esprit Public. Nouvel Esprit Public qui, comme vous le savez, est partenaire de l'hebdomadaire Le 1, qui s'intéresse cette semaine à l'Iran, à sa société, à son économie sévèrement malmenée par les sanctions renouvelées des États-Unis, à son peu d'alliés de poids et aux conséquences pour la région de l'hostilité à son égard de l'Arabie Saoudite. Notre dernière émission en public de la saison aura donc lieu dimanche prochain, le 17. Nous avons choisi de l'enregistrer à bord d'une péniche amarrée à Paris, sur la rive droite, face à l'île Saint-Louis, et à peine vous en avions-nous informé par courriel que toutes les places étaient réservées. Ça a pris un peu moins de 3 heures. Donc nous sommes à la fois pleins de regrets et en même temps évidemment de fierté, puisque cette année, l'année de la création de ce podcast, cette année a été riche en obstacles surmontés, et votre empressement, pour ne pas dire votre précipitation à vous inscrire à cet enregistrement, est à l'image du soutien que vous nous apportez depuis septembre, que vous pouvez continuer à nous apporter grâce au site lenouvelespritpublic.fr et que nous apporte un certain nombre d'entre vous que nous allons spécifiquement, comme nous le faisons à chaque émission, remercier ce matin. Et pour ma part, je remercie Frédéric Brosson, Christophe Barbéris, Evelyne Marc et Jean-Louis Morisi. Marc-Olivier Padis. Je remercie chaleureusement Hervé Richard, Anne Judet, Louis Dumoulin et Jean-Louis Lioret. Nicolas Bavrez. Au nom du Nouvel Esprit Public, tous mes remerciements à Louis Feuillet, Lionel Tabourier, Rémi Ingret et Paul Rabette. Béatrice Gibelin. Daniel Truong, Pierre Datry, François-David Sarfati, Anne-Laure Cassard-Valenbois. Merci. François Bujon de l'Étang. Et moi, je voudrais dire toute notre gratitude à Bernard Vatrin, Antonio Tourmo González, Nicolas Becker, Guillaume Tellez et Jean-Pierre Tessier. En entendant Nicolas Bavrez dire au nom de l'Esprit Public, je me suis souvenu d'une cérémonie de remise de décoration de l'Ordre du Mérite par un décorateur qui avait fort bien parlé, mais qui, pris dans son émotion, au lieu de dire au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, avait dit au nom du Président de la République et en fonction des vertus qui nous sont conférées. Eh bien, en fonction des vertus qui nous sont conférées, nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée, et nous commencerons par la situation en Espagne. Le 5 juin, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, dont le gouvernement avait été renversé la semaine précédente, a annoncé qu'il allait quitter la tête du Parti populaire. L'homme fort de ce parti depuis 2004, un congrès extraordinaire, est attendu afin de désigner son remplaçant. Bien qu'il ait surmonté de nombreuses crises politiques allant de la récession à la cure d'austérité jusqu'aux tentatives sécessionnistes catalanes de l'année passée, Mariano Rajoy est donc tombé. Mais après plus de 6 ans au pouvoir, il est tombé en moins d'une semaine après le dépôt d'une motion de censure le 25 mai, victime des révélations de l'affaire Gürtel. L'Audience nationale, le haut tribunal espagnol chargé notamment du crime organisé, a en effet conclu à l'existence d'un authentique système de corruption institutionnelle. Je cite l'Audience nationale. Ce système est établi au sein du Parti populaire au travers d'une caisse noire et d'une manipulation des marchés publics que Mariano Rajoy avait constamment et souvent bruyamment nié. Pedro Sánchez, un économiste de 46 ans, secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol, prend donc la tête du gouvernement de son pays. C'est son parti, le PSOE, qui avait déposé la motion de censure contre le gouvernement Rajoy, soutenu par 6 autres partis et au total 180 des 350 députés. Si c'est le Parti socialiste qui prend la tête du gouvernement, ce dernier ne dispose que de 84 sièges,
Adriana Lastra, le vice-secrétaire général du PSOE, a tenu à rassurer les électeurs espagnols en déclarant que son parti comptait convoquer des législatives anticipées sans pour autant en préciser la date. Pedro Sánchez a présenté le 6 juin un gouvernement provisoire, pro-européen, composé de 11 femmes, la plupart à des ministères régaliens, et de 6 hommes. Parmi ces nouveaux ministres europhiles, la directrice générale du budget à la Commission européenne, Nadia Calviño, au ministère de l'économie, et l'ancien président du Parlement européen, Josep Borrell, au ministère des Affaires étrangères. Quant à la Catalogne, Pedro Sánchez s'est dit prêt à jeter les ponts du dialogue, mais sans pour autant reculer sur l'essentiel, l'unité de l'Espagne. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Eh bien, l'annonce de ce gouvernement a été une heureuse surprise. Est-ce que la chute de Rajoy, qui s'est faite sur une association entre la carpe et le lapin, c'est-à-dire avec les indépendantistes catalans, avec les Basques, qui n'avaient quand même pas la reconnaissance du ventre, puisque Rajoy leur avait accordé une belle rallonge budgétaire, en espérant qu'ils se calmeraient, mais aucune reconnaissance, ils ont voté contre son maintien au pouvoir. Et on pouvait se dire, vraiment, cette association ne pourra absolument pas tenir. Et Ciudadanos, qui est le parti, on va dire, de centre-droit, avait même dit c'est une coalition Frankenstein et ça ne tiendra pas. Or, il a surpris tout le monde avec un gouvernement resserré, extrêmement féminin, parce qu'on est au-delà de l'égalité homme-femme. Il y a 11 femmes et 6 hommes, avec des personnalités dont tout à chacun reconnaît la compétence et le sérieux. Donc c'est, d'une certaine façon, un coup de maître. Pour combien de temps? Vous avez dit que ce serait sans doute un gouvernement provisoire, à ceci près que Podemos n'a pas envie d'avoir des élections rapidement, que les indépendantistes catalans ne sont pas non plus très pressés d'en avoir parce qu'ils ne savent pas trop comment les choses pourraient se passer. Et à la limite, il n'y aurait que le Parti populaire qui, compte tenu de la situation dans laquelle il est, ne va pas se précipiter non plus pour passer aux élections. Donc il a peut-être une fenêtre pendant quelque temps pour au moins calmer le jeu. C'est extrêmement habile dans le choix, en particulier de Borrell, qui est catalan, qui n'est pas indépendantiste et dont l'autorité et la compétence est incontestable. Alors, maintenant, dans cette sorte de coup de poker, il faut quand même revenir sur le rôle du Parti socialiste dans la gravité de la situation actuelle en Espagne. Dans la mesure où c'est le Parti socialiste catalan qui, en 2010, souvenez-vous, a poussé à ce qu'il y ait encore plus d'autonomie, on va dire, pour faire simple, en Catalogne, ce qui remettait un peu en question la situation de l'équilibre de la Constitution. Et c'est un tribunal indépendant qui a dit que ça ne pouvait pas être accepté. Et c'est à partir de là que les choses se sont emballées. Pas oublier que le Parti socialiste espagnol est très fédéraliste, ce qui ne va quand même pas forcément de soi dans l'organisation de l'Espagne aujourd'hui. Et puis, j'aurais une réflexion encore. C'est que tant les Catalans que les Basques sont dans une vision d'un nationalisme, j'allais dire, extrêmement traditionnel, pour ne pas dire vieux. Ne sont pas du tout dans une situation post-nationaliste, mais dans une situation d'un État-nation exclusif de tout ce qui n'est pas eux-mêmes. Quand on voit que les Catalans, et parmi les ministres qui sont nommés, il y en a quand même une qui est contre le bilinguisme. Comment peut-on être contre le bilinguisme en Catalogne? Toute la population est à peu près bilingue. S'il y a bien un endroit où le bilinguisme peut fonctionner, c'est en Catalogne, les deux langues n'étant pas si éloignées les unes des autres. Or, on se trouve... Il y avait un colloque sur Cervantes qui devait avoir lieu, et il y a eu des manifestations contre ce colloque qui devait se tenir à Barcelone, avec une manifestation dans laquelle il y avait énormément de Barcelonais. Et je trouve que ça reste extrêmement inquiétant. François Bujon de l'Étang. Oui, je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire, ça reste tout à fait inquiétant. Je souscris aussi à ce que vous venez de dire, Béatrice, sur les chances, la durée de vie possible du gouvernement de Pedro Sánchez, parce que c'est vrai, c'est très difficile de gouverner, c'est un gouvernement minoritaire, c'est une situation qui est très rare en Espagne quand même. Il n'a que 84 députés, si ma mémoire est bonne, sur les 350 que comptent les Cortes. C'est dire que c'est quand même difficile de faire voter n'importe quel texte de loi. Tout doit être voté en coalition,
Or, le gouvernement de coalition est une chose absolument inconnue dans la tradition démocratique espagnole. Ils n'ont jamais eu de gouvernement de coalition et le caractère naturel espagnol ne portant pas forcément au compromis, toujours, on peut comprendre pourquoi. Mais cela dit, tous les autres partis sont dans un tel état qu'au fond, il a des chances de survie. Le Parti populaire, évidemment, va devoir gérer l'après-Rajoy. Ça va être très difficile de gérer l'après Rajoy parce qu'il a beau être ce qu'il est, c'est-à-dire un personnage pas très attirant, sans charisme, etc. Il a été extraordinairement précieux pour ce parti, qu'il a tenu quand même d'une main de fer pendant longtemps. 14 ans, vous l'avez dit, à la tête du Parti populaire, et 7 ans Premier ministre quand même, pendant des années très très difficiles. Et je crois qu'il faut saluer quand même la performance, il faut saluer l'artiste, si j'ose dire. Rajoy, qui a dû traverser notamment un grand nombre d'élections, puisqu'il a fallu recourir plusieurs fois à des élections, ne les a au fond jamais perdues. Il a vu sa majorité se rétrécir, mais il a toujours gagné les élections, et il n'a jamais fait la politique la plus facile. Il a mené la politique d'austérité après la crise évidemment financière de 2008-2009 dans des conditions très difficiles, avec une opinion publique espagnole qui souffrait vivement de l'austérité, avec un chômage qui restait très élevé, notamment le chômage des jeunes. Et malgré tout, il a maintenu le cap et il a réussi à rétablir à peu près l'économie espagnole qui est revenue à la croissance. Donc, si on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, je crois qu'il faut saluer le départ de M. Rajoy, qui a été assez digne dans la dernière crise, au demeurant, si je puis me permettre ce jugement personnel. Il a eu l'occasion de démissionner, on l'a appelé à démissionner à plusieurs reprises, il n'a pas voulu le faire, il a tenu à être le Premier ministre espagnol à être renversé par une motion de censure. Ça ne s'était encore jamais vu dans le système démocratique espagnol. Donc, il y a un paradoxe Rajoy, il est parti avec dignité. Au fond, il peut dire dans une certaine mesure qu'il a mission accomplie, mais il est parti en endossant la responsabilité d'un scandale qu'il a couvert, mais dont il n'est pas responsable, parce que ce système de financement occulte était antérieur à son arrivée aux affaires, et cet homme, finalement, n'est regretté par personne. Ce qui prouve bien que la politique est quelque chose d'ingrat. Alors voilà, Pedro Sánchez et le Parti socialiste ont effectivement une belle chance. Ils vont avoir de grandes difficultés à gouverner. Ils vont honorer le budget 2018 qui était celui de Rajoy et qu'ils n'ont pas voté, mais ils ont dit qu'ils allaient l'honorer. Ils vont réaffirmer une politique pro-européenne, ce qui n'est pas neutre au moment où l'Italie part dans l'autre sens. Ça fait un petit peu contrepoids. Ils vont devoir prendre quelques mesures de gauche pour faire plaisir à Podemos, parce qu'ils ont quand même besoin du soutien de Podemos au Cortés. Elles seront symboliques. Oui, mais ils vont devoir faire quelques gestes et ils vont s'évertuer à la détente avec les Catalans, tenter de rouvrir le dialogue. C'est l'idée de Pedro Sánchez, qui en effet a utilisé souvent l'idée de nation et a même été jusqu'à dire que l'Espagne était une nation de nations, ce qui permet peut-être, sinon d'ouvrir la porte à un arrangement, d'entreprendre en tout cas un dialogue. Sur la question du gouvernement provisoire ou du caractère provisoire de ce gouvernement, personnellement, je suis assez persuadé qu'il va rester longtemps provisoire et que c'est son intérêt de se présenter comme provisoire, en tout cas son intérêt tactique. Marc-Olivier Badis. Il me semble que la question qui est posée par ces événements en Espagne, c'est de savoir s'ils s'inscrivent dans la continuité des bouleversements électoraux qu'on a commentés semaine après semaine dans les autres pays, ce qui s'est passé en Italie, ce qu'on a vu en Autriche. Donc, est-ce que ça s'inscrit dans la suite des bouleversements des paysages politiques à travers l'Europe, ou est-ce que c'est un événement qui est à contretemps par rapport à ce courant général? Donc, dans un premier temps, on pourrait avoir l'impression que c'est un événement complètement à contretemps de ce qui se passe en Europe, dans un sens plutôt rassurant de la stabilité des institutions. On a eu un changement de gouvernement avec une procédure tout à fait régulière, même si elle est un peu inédite, de motion de censure constructive. On a l'arrivée au pouvoir d'un parti tout à fait parti de gouvernement classique, le Parti socialiste espagnol, qui a exercé déjà à de nombreuses reprises le pouvoir en Espagne, donc complètement à l'encontre du mouvement de dégagisme, comme on dit maintenant,
qui semble traverser l'Europe. Un gouvernement qui a affiché très très clairement, comme vous l'avez dit, une ligne pro-européenne, donc complètement à l'encontre, disons, des eurosceptiques qui semblent avoir le vent en poupe dans différents pays. Et puis une ligne clairement anti-indépendantiste, alors qu'on peut avoir le sentiment ici et là aussi que ce sont des velléités régionalistes ou des partis à ancrage régionaliste très fort, comme la Ligue du Nord, par exemple, en Italie, qui s'appelle plus la Ligue du Nord, mais la Ligue tout court, qui s'impose. Donc, on peut se dire, tiens, dans le fond, alors qu'on parle sans cesse des tremblements de terre des différents pays, ici, on a affaire à quelque chose de très classique. Bon, il y a une autre colonne qu'on peut mettre à côté. Il y a quand même aussi des choses qui participent de ce bouleversement général de la politique en Europe. D'abord, Pedro Sánchez est un homme neuf, un homme jeune, et donc de ce point de vue-là, il représente bien l'esprit du temps. Ensuite, le facteur déclencheur de son arrivée au pouvoir, c'est un scandale de corruption. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans beaucoup de pays européens. Par exemple, en Italie, la lutte contre la corruption et le fonds de commerce de 5 étoiles, de la naissance de 5 étoiles. Et donc, c'est un thème très fort de rejet des partis traditionnels, etc. Troisièmement, Pedro Sánchez arrive quand même de manière un peu inattendue. Alors, il surprend aussi en bien, comme l'a dit Béatrice, par le gouvernement qu'il a fait. C'est un gouvernement aussi de personnalités nouvelles, qui ne sont pas des apparatchiks politiques, qui sont des personnalités souvent issues de la société civile, à dimension européenne. Et donc là aussi, c'est des factures de renouvellement très forts. Autre chose complètement atypique, il n'a pas de majorité. Comme vous l'avez dit, ça c'est quand même tout à fait étonnant. Et ce n'est pas un gouvernement de coalition, c'est un gouvernement minoritaire. C'est autre chose parce que, comme l'a dit François, dans la tradition espagnole, il n'y a pas de coalition. Et cette fois-ci non plus. Il préfère un gouvernement minoritaire qui trouvera des majorités à géométrie variable au coup par coup. Est-ce qu'il va y arriver? C'est pas sûr. Ce qui est clair, c'est qu'il a un tout petit atout dans son jeu, c'est que le budget 2019 avait déjà été voté par Rajoy, du coup, et ils sont pas obligés de passer par un budget, c'est-à-dire un vote majoritaire, et donc ça leur fournit un peu de marge de manœuvre. Donc, au total, c'est difficile de dire, dans le fond, qu'est-ce qu'il emporte. J'ai fait mes 2 colonnes, quelle est la plus longue. On a à la fois des choses très très classiques, et puis des facteurs de renouvellement, de bouleversement de la scène politique qui s'inscrivent dans la lignée de ce qui s'est passé en France aussi, d'une certaine manière. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est savoir, dans le fond, qui aurait intérêt ou non à des élections. On n'a pas cité le parti Ciudadanos. C'est le seul, en fait, qui a le vent en poupe. Aujourd'hui, s'il y avait des élections, c'est lui qui pourrait gagner des sièges. Et donc, c'est lui qui est, disons, qui pourrait avoir intérêt à ce que cette expérience Sánchez ne dure pas trop. Mais en même temps, peut-être qu'il sera prudent. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incertitudes à voir. Nicolas Bavrez. Pour compléter, il est peut-être possible d'éclairer cet avatar de la vie politique espagnole en la resituant dans l'histoire très particulière de l'Espagne, parce que ce pays avait été finalement gelé, mis aux frontières de l'Europe par le général Franco, et depuis ça a été une vraie réussite, et une réussite espagnole directement liée à l'Europe. Donc en quelques années, on a vu l'Espagne d'abord accomplir une transition démocratique qui reste exemplaire, rejoindre l'Union européenne, le grand marché, l'euro, l'OTAN, et connaître une réussite spectaculaire au plan économique. C'est aussi l'une des plus grandes bulles spéculatives de l'histoire du capitalisme. Il faut se rappeler que la construction avait terriblement augmenté jusqu'à représenter 18 à 20% du PIB, et que ça a provoqué un krach, mais d'une violence incroyable, avec un effondrement de 10% de la richesse du pays et un taux de chômage qui est monté jusqu'à 27%. Donc c'est vraiment un des chocs sur un pays les plus violents. C'est le deuxième le plus violent après ce qu'a subi la Grèce. Je rejoins ce qui a été dit par François Bujon de l'Étang sur le bilan
très positif de Rajoy au plan économique. Puisqu'à partir de cette situation qui était quand même extrêmement difficile, avec une politique courageuse d'ajustement des dépenses publiques, de redressement des banques, de recapitalisation, restructuration du secteur financier, de compétitivité, il a réussi à ramener ce pays à une croissance de plus de 3% par an. Le chômage a été réduit de 27 à 16% de la population active. Évidemment, c'est énorme, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et le déficit public a été ramené de 11,2 à 2,4% du PIB. Mais c'est là où la crise espagnole est très révélatrice de ce qui se passe, non seulement en Europe, mais dans toutes les démocraties. C'est que finalement, on a réussi à gérer économiquement ce krach gigantesque. On a sauvé les banques, on a sauvé les États, on a réassuré les économies vaille que vaille, mais on a perdu les citoyens. Et c'est vrai que en face de cette vraie réussite économique, l'Espagne s'est déconstruite avec 4 crises. D'abord, la crise sociale qui demeure, parce qu'un taux de chômage de 16%, c'est considérable, même si l'économie espagnole, l'économie informelle représente un peu plus du quart du PIB. Donc ça, c'est ce qui explique que ce pays a pu tenir avec des taux de chômage aussi élevés. Les institutions ont été très affaiblies, notamment la monarchie, avec la sortie peu glorieuse de Juan Carlos et Felipe VI, qui est un roi qui a été en tout cas assez maladroit sans doute et trop dur, en tout cas pas assez empathique dans la gestion de la crise catalane. Surtout les scandales de corruption. Et comme il a été dit, c'est là où l'Espagne est aussi révélatrice, c'est que on a dans ce pays, comme partout ailleurs, l'explosion du système politique et de la classe politique et du système bipartisan qui était la clé de la transition démocratique. Donc, les 2 grands partis, le Parti populaire et le PSOE, sont en très mauvais état, même si ils gouvernent. Et les 2 partis qui montent sont Ciudadanos, ça a été rappelé, mais également quand même Podemos, qui même s'il a des difficultés avec son secrétaire général et ses achats de résidences variées, Podemos reste une force électorale tout à fait importante. Et le dernier élément de la déconstruction, évidemment, c'est la Catalogne. Et c'est tout ça qui produit finalement la chute de Rajoy. C'est ce contraste entre une vraie réussite, une sortie de crise exemplaire et une crise politique qui s'est aggravée. Donc, Pedro Sánchez, de fait, va devoir relever des défis compliqués. D'abord, le budget sur fond quand même de montée des taux d'intérêt et de crise potentielle dans la zone euro. Le fait que c'est un gouvernement minoritaire. Et puis, bien sûr, ce qui obsède aujourd'hui les Espagnols et qui accapare toute l'énergie du système politique, la gestion de la crise catalane. La dernière chose à dire, c'est que ce qui se passe en Espagne est très important pour l'Europe. Je rappelle que la zone euro aujourd'hui se retrouve avec une Allemagne quasiment paralysée, une France qui fait des propositions mais qui n'a pas réglé ses problèmes structurels, l'Italie entre les mains des 2 extrêmes qui, pour le coup, ont fait un accord de coalition, et l'Espagne avec un gouvernement extrêmement minoritaire. Donc, c'est une situation très compliquée pour la zone euro si la crise italienne devait amener à une réactivation des problèmes de taux d'intérêt et à un renouveau de la crise financière. C'est aussi un problème pour la refondation de l'Union européenne, dont on sait qu'elle est indispensable, qu'elle est très contrainte dans le temps et qui aujourd'hui a de moins en moins de base politique. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais réagir sur certains points. Rajoy a effectivement géré une situation économique extrêmement difficile. Dire que tout est parfait, c'est loin de là. On a quand même un chômage chez les jeunes qui reste extrêmement élevé. Et dans certaines régions, on est entre 45 et 50%, avec une émigration de jeunes qui a continué. Donc la situation, elle reste quand même extrêmement difficile. Premier point. Deuxième, heureusement que la famille est présente et que la famille a permis de tenir dans des situations extrêmement difficiles. Ça a été un atout. Non seulement il y a eu l'économie informelle, dont vous avez rappelé le rôle dans la façon qu'elle a
le rôle qu'elle a joué dans la façon dont elles ont pu faire face à la gravité de la crise, mais il y a aussi vraiment une entente familiale extrêmement forte qui a été très, très importante. La situation du logement que vous avez réévoquée en disant effectivement cette bulle immobilière a été l'une des plus spectaculaires qui soit. Eh bien, il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui sont quand même sans logement, qui ont perdu, un peu comme la crise aux États-Unis en 2008, et dans l'incapacité de pouvoir rembourser leurs emprunts pour leur logement, se sont retrouvés à la rue, et ça fait quand même un certain nombre de familles qui ont dû aller se reloger chez les uns ou chez les autres. Donc, je pense que la situation est encore au moins fragile et que tout est loin d'être assaini. Quant à la question de la corruption, je reviens sur ce qu'a dit Marc-Olivier, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas trop aller regarder non plus du côté du Parti socialiste. Quand vous pensez à l'Andalousie, vous avez eu un clientélisme socialiste lié à une corruption qui était sérieusement bien installée. Donc je suis pas si sûr que ça qu'on soit dans un dégagisme, si vous voulez, d'une situation de corruption. Il faut dire que la corruption par le Parti populaire était quand même d'une ampleur importante, bien installée depuis 20 ans, et avec des sommes absolument colossales. Et dans cette question, moi, ce qui me semble important sur l'Espagne, c'est la question du rapport à la nation. Quel est aujourd'hui le rapport à la nation et quelle tension interne aujourd'hui en Espagne? C'est-à-dire qu'on a véritablement de nouveau une cristallisation. Il y a un parti dont on n'a pas dit un mot, c'est la partie de la montée par exemple, d'un parti d'extrême droite. Vox, c'est un parti d'extrême droite qui est en train de monter, comme on a vu l'AfD monter rapidement. Alors, il ne monte pas sur des questions d'immigration, il monte sur des questions de nation, il monte sur des questions d'unité nationale. Et il faut quand même se souvenir que la guerre civile en Espagne, aujourd'hui, ne semble pas suffisamment servir d'antidote pour calmer le jeu. On peut avoir des tensions, à mon sens, à différents niveaux extrêmement fortes. On peut avoir des tensions internes à la Catalogne, entre des Catalans qui veulent le bilinguisme, qui veulent combiner plusieurs sentiments nationaux, être à la fois catalan et espagnol, et puis une partie de la population qui ne veut que la nation catalane. Et de même en Espagne, on peut avoir une résurgence d'un nationalisme pur et dur national qui peut entraîner des tensions fortes. Vous savez, il y avait quand même longtemps qu'on avait pu voir des serviettes de bain avec le drapeau espagnol sur certaines plages en Espagne. On a le drapeau espagnol qui réapparaît partout. Et moi, je trouve que cette situation-là est une situation qui est assez préoccupante. François Bujon de l'Étang. L'Espagne est à la fois un succès de l'Europe, si j'ose dire, puisque finalement, l'Espagne, comme le Portugal d'ailleurs, sont sortis de leur isolement le jour où ils sont entrés dans l'Union européenne et ils en ont énormément bénéficié avant d'entrer en crise pour des raisons diverses l'un et l'autre. Mais l'Espagne est un petit peu un cas unique en Europe finalement et on le voit bien en examinant la situation politique actuelle. Tout à l'heure, la question a été posée par Nicolas et par Marc-Olivier de savoir comment se situait le phénomène espagnol dans la vague générale de populisme qui déferlait sur l'Europe. Mais l'Espagne est un contre-exemple. Alors, la crise qui est arrivée là est assez particulière. Elle est sur des affaires de corruption. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas d'indication électorale nouvelle. Mais enfin, c'est un pays, où les deux partis de gouvernement traditionnels résistent quand même. Ils résistent beaucoup mieux que les partis de gouvernement traditionnels en France ou en Italie qui ont été véritablement balayés. Et Béatrice vient de parler de l'apparition d'un parti d'extrême droite. Mais finalement, le populisme en Espagne s'est exprimé à gauche plutôt qu'à droite, ce qui est tout à fait intéressant. Comme si, finalement, le franquisme avait agi un peu comme une espèce de vaccin, si j'ose dire. Comme une espèce de vaccin. Et le populisme, pendant longtemps, en Espagne, ça a été Podemos. Ouais. C'est quand même très très différent de ce qu'on a vu apparaître en France avec le Rassemblement national, puisqu'il faut maintenant parler de rassemblement, avec l'AfD en Allemagne ou avec la Ligue en Italie. C'est tout à fait autre chose. Donc, mais le fait que le Parti populaire et le Parti socialiste ouvrier espagnol restent les deux forces principales encore du pays qui alternent au pouvoir montre bien qu'on n'est pas dans le dégagisme
nationalisme traditionnel ou dans la vague populiste. C'est une première remarque. La seconde, c'est que on peut effectivement se poser la question de savoir comment le nouveau gouvernement espagnol va pouvoir affirmer son europhilie. Parce que un pays qui est dirigé par un gouvernement minoritaire, encore une fois, 84 députés sur les 350, et qui n'a pas l'habitude des coalitions, reste un pays très fragile. On peut spéculer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, sur le point de savoir si ce parti aura une durée de vie substantielle ou pas, mais il est clair que je pense que fragilité et instabilité seront quand même les deux maîtres mots de la politique espagnole pendant le temps qui dure. Alors, on peut nommer, bien entendu, le directeur général du budget à la Commission comme ministre, ce qui est le cas avec Madame Nadia Calviño. C'est très bien. On peut nommer l'ancien président du Parlement européen ministre des Affaires étrangères. On peut faire des professions de foi européennes comme le fait Pedro Sanchez. Tout ça est très bien, mais comment vont-ils pouvoir jouer un rôle en Europe alors qu'ils sont totalement centrés sur leurs problèmes de politique intérieure? Car finalement, la durée du gouvernement, la préparation éventuelle d'élections qui seront inévitables tôt ou tard, la reprise éventuelle, mais on ne sait pas dans quelles conditions de négociation avec les Catalans, vont continuer à dominer complètement la scène espagnole et à ne pas laisser beaucoup de liberté à un gouvernement de toute façon faible et minoritaire pour jouer un rôle en Europe et peser du faible poids qu'il peut peser. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions à la situation française et plus particulièrement à sa situation sociale et au fond, un an après l'entrée à l'Élysée d'Emmanuel Macron, qui a tenu 8 de ses promesses de campagne. Un certain nombre, à peu près 45, sont en cours de réalisation, comme la réforme de l'éducation ou celle du Code du travail, qui sont parmi les plus importantes de son programme. Sur la scène internationale, le président a réussi à offrir une image renouvelée de la France, tout en donnant de la visibilité et de la voix à Paris. En Europe, il n'en doit pas moins faire face aux pressions souverainistes et aux rivalités politiques qui compliquent son positionnement de chef de file de l'Union. C'est ce succès, donc relatif, est contrebalancé par des fractures sociales toujours vives. Si les Français reconnaissent au président sa volonté réformatrice, son action apparaît déséquilibrée et l'idée du libéré-protégé défendue par lui durant sa campagne semble d'une réalisation incertaine. Alors que l'exécutif entre dans la deuxième année de son quinquennat, malgré la reprise des investissements, notamment étrangers, le chômage reste élevé, le déficit du commerce extérieur se creuse, le pays est en proie à de forts mouvements sociaux, allant de la lutte pour la sauvegarde du service public scolaire, universitaire ou ferroviaire, à la protection globale des salariés du privé. Rien n'a encore réussi à réduire l'écart social, économique ou territorial qui marque le pays. L'accès aux infrastructures et la qualité de vie restent inégaux entre les espaces urbains et entre les espaces urbains et ruraux, notamment dans l'accès aux soins, aux services publics ou aux transports. Hors des grandes agglomérations, 7 millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, et ce sans mentionner les départements ultramarins qui connaissent de grands niveaux de difficulté. L'augmentation des loyers et des prix de l'immobilier depuis le boom des années 2000 a accentué les inégalités d'accès à la propriété et chassé les ménages les plus modestes vers la périphérie. Les inégalités dans les régions défavorisées tendent à se reproduire sans que le système scolaire ne parvienne vraiment à les réduire, et la France reste le pays d'Europe qui enregistre le plus de disparités entre les élèves selon leur origine sociale. Le récent plan Borloo pour la réconciliation nationale, qui devait permettre de dessiner les grandes lignes d'une politique capable d'assurer l'homogénéité du territoire, a été jugé trop cher et mis de côté par le président, tandis que les zones rurales continuent à se sentir délaissées. Quant aux réponses aux menaces terroristes, leur organisation n'est pas claire et la gestion de la situation des migrants semble surtout policière. Et enfin, après ce début de quinquennat, une partie des soutiens d'Emmanuel Macron exprime un sentiment de désorientation et presse le président d'exécuter son engagement de faire de la protection le maître mot de la suite de son mandat. Sur cette question, Nicolas Bavrez. La France a deux problèmes structurels depuis plusieurs décennies.
Le premier est un problème économique, c'est l'effondrement du système productif et sa perte de compétitivité. Ça explique une croissance qui a été très inférieure maintenant à celle de la moyenne de la zone euro, un chômage structurel, un déficit commercial important et puis un déficit public qui donne une dette de 96,4% du PIB. Mais l'autre élément de la crise, il ne faut pas l'oublier, c'est la dimension sociale avec des fractures, non seulement entre les niveaux de revenus et les différentes catégories de la population, mais des fractures qui se jouent aussi en termes de génération, avec une situation très compliquée de la jeunesse, non seulement sur le marché du travail, avec un taux de chômage de plus de 20%, mais en termes d'insertion dans la société, des fractures qui sont aussi des fractures par statut et des fractures territoriales, avec ce qu'on a pu appeler, je crois qu'il n'y a pas une France périphérique, mais il y a des France périphériques qui peuvent concerner certaines parties du monde rural, évidemment une partie des agglomérations des grandes villes, mais aussi par exemple tout ce tissu des villes moyennes qui est aujourd'hui en train de se décomposer. Alors, que peut-on dire ? Et c'est vrai que la France est comme toujours un cas un peu exceptionnel. D'abord, première chose, tout le monde est obsédé par les inégalités de revenus. Or, ces inégalités de revenus en France, elles sont plutôt contenues. Ce qui ne veut pas dire, là encore, que tout est parfait. La pauvreté existe, elle touche 14% de nos concitoyens. Mais contrairement à la plupart des pays développés, notamment la situation, par exemple, extravagante des États-Unis, on n'a pas eu d'augmentation des inégalités en France au cours des 20 dernières années. Par les coefficients de Gini, la situation est à peu près stable. Mais ce qui est préoccupant, c'est que finalement, on a choisi l'égalité des revenus contre la croissance, l'innovation et le développement. Et que ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que cette moindre inégalité se paye d'un blocage de la croissance et d'une paupérisation de la population, puisqu'on a maintenant une France où le revenu moyen est inférieur de 5 à 6% au revenu moyen des pays développés dans l'OCDE et inférieur de 13% à la richesse par habitant, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que c'est vrai que ces inégalités de revenus étaient la grande mesure des problèmes sociaux dans la société industrielle et dans les années 60. Mais finalement, aujourd'hui, elles nous font rater, je pense, l'essentiel des vraies inégalités qui sont d'une nature différente et qui sont le paradoxe de notre pays qui consacre quand même 34% du PIB aux transferts sociaux. Et avec ces 34% du PIB, c'est 729 milliards d'euros en 2016, on arrive à un pays qui a un chômage structurel de l'ordre de 9% de la population active, très supérieur à celui des autres pays développés, un système éducatif qui laisse entre 160 et 180 000 jeunes, c'est-à-dire pratiquement un jeune sur 5, sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter, des situations de pauvreté chez les enfants qui s'aggravent, de vrais problèmes sur le logement, et des problèmes importants d'accès au système de santé avec les déserts médicaux. Et enfin, une polarisation croissante sur les territoires. Il est frappant de voir qu'aujourd'hui, il y a une vraie reprise avec une croissance de 2,2%, mais cette reprise, elle est concentrée sur les 10 grandes métropoles françaises. Et c'est un peu le paradoxe de Tocqueville, c'est-à-dire que d'une certaine manière, quand tout le monde est dans la crise, les gens se replient sur eux et c'est au moment où la reprise arrive, quand les écarts deviennent plus grands et sont plus visibles, qu'on a des risques politiques. Alors, que faire ? C'est la dernière partie. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde réfléchit aujourd'hui en termes de coupe de dépenses et donc les uns et les autres hésitent à savoir si est-ce qu'il faut diminuer de 9, de 20, de 30 milliards d'euros les dépenses sociales. Et je crois qu'une fois de plus, cette approche budgétaire manque complètement sa cible.
Le problème de ce système social français, c'est qu'il est organisé pour lutter contre les fléaux sociaux de la société industrielle. Et donc, tout notre appareil de protection sociale a été mis en place pour lutter, à juste titre d'ailleurs, il a été efficace, contre les problèmes qui étaient apparus dans les années 30, c'est-à-dire un chômage qui était lié effectivement à l'inégalité, la faiblesse des revenus. On a mis en place, à juste titre, une assurance santé, une assurance retraite très confortable, qui fait aujourd'hui que la pauvreté est plutôt chez les jeunes que chez les personnes âgées, une assurance chômage qui est une des plus généreuses. Et finalement, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on passe à côté du vrai problème social aujourd'hui, qui est le problème de l'exclusion et du précariat. Et donc, notre État-providence ne cesse de distribuer des chèques et il ne prend pas en compte le problème de la trajectoire des individus et des familles. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui, finalement, le reconfigurer autour de 3 grandes idées. Première grande idée, de même que finalement, le problème du 19e siècle, c'était la société industrielle et la montée de la classe ouvrière. On l'a traité en réintégrant la classe ouvrière et en termes avec le contrat de travail et avec le suffrage universel. Le grand problème du XXe siècle, ça a été autour de la crise des années 30 et donc la manière de mettre en place de la consommation et de la production de masse un État-providence. Aujourd'hui, avec la mondialisation et la révolution numérique, le problème, c'est la connaissance. Et donc, il est vital de faire en sorte que la plupart des Français accèdent à la connaissance et à un niveau d'éducation qui soit convenable. Deuxièmement, il faut reconfigurer l'État-providence en faisant en sorte qu'il s'occupe maintenant non seulement de situations et de catégories administratives, mais des personnes, des individus et des familles, parce que c'est la seule manière de lutter contre l'exclusion. Et troisièmement, il faut de fait essayer d'évoluer vers un modèle de croissance inclusive. Il ne s'agit pas évidemment d'accepter une augmentation forte des inégalités, mais on ne peut pas lutter contre les inégalités en effondrant la croissance, la compétitivité et l'égalité par la baisse des revenus, ça n'aboutit qu'à la frustration sociale et tôt ou tard à la crise politique. Béatrice Gibelin. Il y a un an, Emmanuel Macron et son gouvernement sont au pouvoir. On ne peut pas demander en un an de régler des problèmes aussi importants, installés depuis des décennies. On peut indiquer quelques orientations, et je pense que celle sur l'école est la plus importante. Le fait d'avoir réussi en septembre 2017, dans les zones défavorisées, à mettre dans les classes de CP 12 élèves par classe, tous les enseignants reconnaissent que ça a complètement changé la donne et que tous leurs enfants savent lire, écrire et compter à la sortie du CP. C'est un bon début, il faut le tenir. C'est-à-dire que, effectivement, l'école est l'élément majeur sur lequel on doit investir le plus longtemps. C'est déjà le budget de l'éducation nationale, l'un des plus élevés dans la fonction publique, mais c'est aussi, surtout, parce que les retraités vivent très longtemps, et j'en suis, donc j'y participe, bien sûr, mais je crois que c'est là que les choses doivent vraiment se faire. C'est dans cet échec scolaire, ce que Nicolas a rappelé, c'est tant de jeunes qui sortent avec rien dans les mains, alors au point de ne pas savoir lire, écrire et compter, c'est effectivement un problème qui est inacceptable, surtout que ça touche des jeunes qui sont très souvent issus de familles immigrées et qui donc a un sentiment d'être relégués, citoyens ou tout au moins jeunes de seconde zone, et ce qui génère une hostilité à la France qui peut être aussi assez préoccupante. Bien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aujourd'hui on dit c'est le président
président des riches, dans la mesure où il a fait le pari, non pas forcément du ruissellement, mais attirer de nouveau des capitalistes qui investiraient. Le problème, c'est que des capitalistes, on peut en avoir, mais ils investissent dans quoi ? Ils peuvent aussi investir dans des produits financiers, ils peuvent aussi investir dans de la rente immobilière, mais pas forcément dans des investissements très productifs. Donc là, il fait un pari. Peut-être fallait-il le faire. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Sans doute que c'était important. Mais la question qui est aussi utile, c'est se rendre compte de la façon dont l'ensemble des citoyens perçoivent cette politique. Parce que on a des élections européennes dans un an. Il vaudrait mieux qu'elle se passe bien pour le président et pour son parti. On peut parfaitement avoir un retour d'une poussée d'extrême droite. On voit bien ce qui s'est passé en Italie. On n'est pas à l'abri d'un rassemblement national qui se retrouve avec une certaine vigueur, avec des municipales derrière qui seront extrêmement difficiles pour le parti En Marche parce qu'ils n'ont aucun ancrage local et on parle déjà d'alliance avec les uns ou les autres et ça va pas être facile. Donc là, moi je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur la façon dont l'ensemble des citoyens ou une grande partie d'entre eux vont réagir à tout cela. Dernier point, il est évident que les mouvements sociaux et les grands soirs espérés par Mélenchon & Co ne se sont pas produits. Ça veut dire que les Français restent encore dans une attitude attentiste et qui sont bien conscients qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer. Marc-Olivier Padis. Cette discussion sur les fractures sociales, les inégalités, ça parle à tout le monde parce que ça fait vraiment partie du cœur de notre discussion politique française. C'est toujours un sujet essentiel et en quelque sorte la pierre de touche de jugement de l'action d'un gouvernement. Alors le tableau de Nicolas était très large, complet et nuancé. Pour le dire autrement, on peut dire qu'on a construit progressivement un modèle de protection fondé sur le travail et qu'en même temps, le travail aujourd'hui se transforme, notamment dans ses tâches, dans le type d'activité qui est proposé, mais aussi dans le rapport de l'individu au travail, le type d'investissement qui est demandé, le type de contraintes, d'épuisement qu'il peut représenter. Et donc, il faut effectivement repenser un système qui a été conçu pour un monde du travail issu du monde industriel et qui, aujourd'hui, continue à se transformer. Dans le tableau dont on a commencé à parler, je trouve que malgré tout, dans le système, dans la description française, on met trop peu l'accent sur les réussites, malgré tout, de ce modèle social. C'est-à-dire que d'un côté, les gens qui sont assez critiques veulent toujours pointer les difficultés, puis ceux qui défendent le modèle social français, en général, s'inquiètent de son affaiblissement, de sa disparition, du retrait de l'État, de l'abandon des territoires, alors que les dépenses ne cessent d'augmenter. Donc il y a quand même une stratégie argumentative qui me semble un peu faible. Alors Nicolas l'a dit, par exemple, le fait que les retraites soient aujourd'hui, notamment le fait qu'on ait augmenté les petites retraites, c'est un accomplissement historique. C'est n'est arrivé dans aucune société jusqu'à présent. Aujourd'hui, le revenu moyen d'un retraité est égal au revenu moyen d'un actif. C'est une chose, c'est un accomplissement tout de même assez extraordinaire qui fait que même le taux de pauvreté parmi les retraités est inférieur au taux de pauvreté parmi les actifs. Donc ça, c'est quand même une première réussite. Deuxième chose, il faut quand même rappeler qu'on dépense énormément d'argent pour la santé, mais pour des résultats qui sont valables. On a quand même une augmentation de l'espérance de vie, de la qualité de vie. Quand on pense, par exemple, aux affections de longue durée qui sont prises en charge complètement par la sécurité sociale, il y a des gens qui ont des maladies chroniques qui sont vraiment bien prises en charge, qui au moins pas à se faire ce type d'inquiétude, se demander comment elles vont financer les choses, etc. Mais effectivement, on pourrait prendre d'autres exemples, mais je trouve qu'il faut donc souligner parfois le fait que effectivement on dépense beaucoup dans le social en France, mais ça marche. En gros, dans l'ensemble, ça marche, comme l'a rappelé Nicolas. Les inégalités sont contenues en France, ce qui est une exception en Europe, et
En outre, l'Europe est une exception au niveau mondial. C'est-à-dire que les dynamiques de l'économie au niveau mondial développent les inégalités. En France, on les contient. Bon. Cela dit, comme l'a dit Nicolas, il faut aussi observer là où les inégalités se déplacent. C'est-à-dire que, effectivement, par exemple, la pauvreté, ce n'est plus la pauvreté dans le grand âge, même s'il y a encore des personnes âgées qui sont trop pauvres, mais c'est surtout les familles monoparentales, les enfants, et là c'est très inquiétant parce qu'on n'investit pas dans l'avenir de la société. Autre exemple, on s'inquiète de la fracture territoriale. C'était longtemps, disons, les campagnes oubliées. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est-à-dire la fracture territoriale, elle est plutôt dans les zones urbaines ou périurbaines en développement qui sont insuffisamment accompagnées dans leur développement par l'État. Je prendrai un exemple récent. Il y a eu un très bon rapport parlementaire qui portait sur la Seine-Saint-Denis. Fin mai, il a été remis, qui montrait que la Seine-Saint-Denis, c'est le 5e département le plus peuplé de France, 1,6 million d'habitants. La population progresse presque 10% entre 2005 et 2015, mais que l'effort de l'État ne suit pas. Et c'est même pas un effort de surcompensation de dispositifs exceptionnels, c'est-à-dire que le travail ordinaire de l'administration n'est pas au niveau de ce qui est fait pour les autres départements, même ceux dont on parle le plus souvent, les départements soi-disant oubliés, etc. C'est-à-dire que l'État est systématiquement en sous-effectif dans l'éducation nationale, la justice, la police, et donc c'est là que sont les décalages. Donc il n'y a pas, du point de vue territorial, une grande opposition entre, malgré tout, les grandes métropoles et le reste de la France. Les grandes métropoles, elles irriguent aussi sur des territoires plus larges. Il y a des villes moyennes qui se développent. Toutes les villes moyennes ne sont pas en train de se dépeupler au profit des métropoles. Il y en a justement qui sont tirées parce qu'elles font partie d'une ère d'influence des métropoles et qui se développent et où les choses se passent plutôt bien. François Bujon de l'Étang. D'abord, je fais une remarque sémantique, idiote peut-être, mais j'aime pas qu'on parle de fracture à tout propos, parce qu'une fracture, c'est radical. Une fracture, ça mène à la guerre civile ou ça mène à des affrontements. On parle de fracture pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, la fracture technologique, la fracture sociale. Non, il y a des fissures. La disruption. Oui, alors ça c'est nouveau et c'est un anglicisme, mon cher Philippe. Oui, je sais bien. Les années que j'ai passées... Comme personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Les années que j'ai passées au Canada m'amènent à réagir contre les anglicismes. C'en est un. Ah, ça vient de disruptio en latin quand même. Je sais bien, mais on n'a jamais utilisé ce mot avant le XXe siècle en France, en réalité, depuis qu'on parle plus le latin. Pour recréer non, juste pour dire qu'il y a toujours eu des problèmes névralgiques dans le tissu social français, c'est de ça qu'on veut parler en réalité, et que nous avons une histoire sociale qui a été extraordinairement agitée au fil des années. Alors, si on fait un tableau trop noir des malaises sociaux en France, il faut les relativiser, effectivement, d'abord en pensant à notre histoire. Je veux dire, qu'est-ce qu'on aurait dit à la fin du XVIIIe siècle, ou au milieu du XIXe, ou au moment de la Commune, ou des grandes grèves de 1947. Là, on pouvait parler de fracture sociale beaucoup plus pertinemment qu'on ne le fait aujourd'hui. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des éléments de névralgie, il y a des éléments de malaise profond. Le tableau en a été fort bien fait par Nicolas, je n'y reviens pas. Il y a l'évolution des inégalités, mais sur ce point, on a peut-être une approche trop centrée sur les inégalités de revenus. Et effectivement, en France, ça va plutôt moins mal qu'ailleurs de ce point de vue. Le fait que l'INSEE ait publié une étude et des chiffres qui montrent que depuis la grande crise de 2008-2009, les inégalités ne se sont pas accrues en France dans la même proportion que dans les pays qui nous entourent ou que dans les pays plus lointains, est quand même très révélateur du fait qu'il y a en France un système social qui marche, qui effectivement coûte très cher et auquel il va falloir nécessairement toucher parce qu'il y a des grands problèmes d'équilibre des finances publiques et d'équilibre budgétaire. Et donc les grands problèmes qui se posent aujourd'hui autour des éléments névralgiques de la société française et de ce qu'on appelle les fractures qui existent avec les territoires perdus de la République, la politique de la ville, la désertification des campagnes, les déserts médicaux, que sais-je. La vraie question qui se pose, c'est que peut faire l'État et comment l'État peut-il employer les ressources qu'il a, puisqu'il y a à la fois le devoir de continuer de s'adresser aux maux
qui affectent la société française, et en même temps l'ardente obligation, si j'ose dire, de courber, de mettre fin, plus exactement de diminuer le déficit des finances publiques et de rétablir l'équilibre des finances publiques. Quand on arrive si près de la fin de l'émission, il y a deux façons de s'en sortir. L'une qui est de dire l'avenir le dira et l'autre qui est de dire nous y reviendrons. Eh bien, nous y reviendrons dès que l'avenir le dira. Nous sommes entrés dans la dernière séquence qui est la séquence des brèves et je voudrais signaler, j'ai rangé des livres et j'ai retrouvé celui-là. Ce sont des chroniques que Philippe Muret, le regretté Philippe Muret, donnait à la montagne. Il les a données pendant 5 ans. Elles ont été sélectionnées et regroupées sous le titre Cause toujours. Elles sont publiées par Descartes et compagnie en collaboration, en coédition avec La Montagne. D'abord, retrouver Philippe Muret est chaque fois quelque chose d'important. On est vraiment secoué, j'allais dire on est interpellé si le mot n'était pas devenu absolument vide de sens à force d'être employé, mais on s'arrête et on est frappé par l'intelligence, par la qualité du regard, la façon de voir les choses et évidemment aussi par la façon de les écrire. J'ajoute que sans doute on pouvait quelquefois reprocher à Philippe Muret d'être long. C'est en effet arrivé dans un certain nombre de ces publications-là. Il y a l'obligation dans un journal, il y a une obligation de format qui le sert formidablement. Je pense que Philippe Muret était d'accord avec la phrase de Gide qui dit que l'art naît de lutte, vit de contrainte et meurt de liberté. Eh bien, la contrainte du journalisme et la contrainte de la distance a, à mon avis, encore potentialiser les qualités qui étaient celles de Philippe Muret. Ça s'appelle donc Cause toujours et les références en seront sur notre site. Marc-Olivier Padis. J'ai peu l'occasion de parler de théâtre, mais quand là je suis allé à la Comédie Française, donc au Vieux Colombier. Oui, parce que le reste est en grève. Pour voir une pièce de David Lescaut, qui est un jeune auteur et metteur en scène de théâtre dont j'essaye de voir toutes les pièces, qui m'enchantent. Et celle qui se joue jusqu'au 1er juillet au Vieux Colombier s'appelle Les ondes magnétiques. Et c'est une pièce sur l'histoire des radios libres. David Lescaut aime bien raconter des histoires collectives, de petits groupes, plus ou moins clandestins ou plus ou moins conspirateurs. Et donc il retrace ici l'époque glorieuse des radios libres et puis leur légalisation et leur destin commercial par la suite. Et donc c'est à la fois un théâtre documentaire avec une mise en scène très libre, très mélangée, avec beaucoup de musique, de transformation des personnages. Et ça m'a fait penser que, sans avoir vécu l'histoire des radios libres, finalement nous vivons ici une espèce de renaissance des radios libres dans un lieu extraordinaire et qui donne l'impression d'être presque clandestin. Donc c'est très amusant de retrouver cette histoire. Oui, nous sommes dans une cave. Il faut dire que oui, c'est en effet, au fond, les radios libres, ça a complètement raté, ça a porté des espoirs formidables. Moi, contrairement à Marc-Olivier, qui a encore du placenta dans les narines, j'ai connu cette période-là et j'en ai attendu beaucoup. Et on voit maintenant, ce qui me frappe, c'est que je vois à travers les podcasts, tous ceux qui sont par exemple produits par notre producteur, Nouvelles Écoutes, mais aussi bien d'autres, je vois les promesses de ces radios libres se réaliser, mais sans la menace de ce à quoi elles ont succombé, c'est-à-dire la mise, la prise en main par des grands intérêts financiers, qui fait que, par exemple, en matière de chansons, les radios libres ont été très rapidement serves, et notamment ont été les esclaves de l'industrie phonographique et n'ont servi qu'à de vitrine à leur production du moment. Donc, en effet, la pièce de David Lescaut est très intéressante. Nicolas Bavrez. L'été arrive bientôt et pour tous ceux qui aiment les romans policiers, je voulais recommander le livre de Philip Kerr, qui est un auteur britannique et qui est malheureusement décédé récemment, mais son dernier livre s'appelle Bleu de Prusse et il emmène son enquêteur favori qui s'appelle Bernie Gunther à Berchtesgaden en 1939 dans le nid d'aigle d'Hitler, et le livre est particulièrement réussi. Comme tout bon policier, ça permet à la fois de découvrir une intrigue bien menée, mais aussi une plongée dans l'histoire. Et cette plongée dans l'histoire est particulièrement réussie. Béatrice Gibelin. Moi, je suis en train de lire un livre qui m'enchante, qui s'appelle Une Odyssée de Mendelssohn, qui
c'est celui qui avait eu le prix Médicis étranger pour les disparus il y a 2 ans, je crois. Et ça démarre sur la relation à son père avec lequel il a eu beaucoup de difficultés, car c'est lui un littéraire, le fils, spécialiste de grec et de latin, et le père trouvait que c'était pas très sérieux tout ça, et qu'au fond, les mathématiques, c'était quand même nettement plus intéressant. Et puis, il va y avoir cette découverte tardive et ils vont refaire le voyage d'Ulysse ensemble. Et c'est une relecture d'Ulysse par Mendelssohn qui a fait son séminaire sur l'Odyssée. Et donc, c'est extrêmement riche et fin et sensible sur cette relecture d'Ulysse, associé à ce rapport père-fils que je trouve extrêmement séduisant et attachant. On passe un très très bon moment. François Bujon de l'Étang. La semaine parisienne ayant été marquée notamment par la visite de M. Benjamin Netanyahou, dont la présence au Grand Palais a permis de fermer la moitié de la ligne numéro 1, dont je suis utilisateur. C'est la première fois de ma vie que je suis allé de Concorde à Georges V sans qu'on s'arrête à Franklin Roosevelt ni à Champs-Élysées Clémenceau. J'en profite pour signaler un livre fort intéressant d'un sympathique journaliste d'investigation et producteur de films documentaires à la télévision qui s'appelle Vincent Nouzille, qui a déjà publié un grand nombre de livres chez Fayard et chez l'éditeur Les Liens qui libèrent. Il a consacré son dernier livre aux relations franco-israéliennes. Le livre s'appelle Histoire secrète, France-Israël 1948-2018. Le titre est évidemment un petit peu volontairement racoleur, mais il est extrêmement intéressant de retracer comme il le fait, en ayant eu accès à des documents français, américains, israéliens, qui ne sont pas toujours connus, de retracer l'histoire d'une relation bilatérale qui est une relation tout à fait « je t'aime, moi non plus », très très difficile entre la France et Israël au fil des années. Et la façon dont il retrace notamment les 20 premières années qui étaient les années 48 jusqu'à la guerre des 6 jours finalement, qui étaient des années d'alliance et d'entente étroite entre la France et Israël. La cassure complète, la fracture, alors on pourrait dire pour le coup, de la guerre des 6 jours de 1967 et ensuite les tentatives laborieuses, maladroites en fonction des présidents français, des gouvernements israéliens pour essayer de renouer un dialogue constructif dans un Proche-Orient qui demeure tout à fait ingouvernable. Cette histoire est extrêmement passionnelle, extrêmement difficile et fort bien racontée par Vincent Nouzille. Je vous remercie. Je rappelle donc que vous trouvez la référence de tous les livres, de toutes les recommandations qui sont les nôtres sur notre site www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr. Je rappelle aussi que cette émission est préparée avec Valentin Petit et Alicia Daucher, que Nicolas Tourneau gère, s'occupe et enrichit le site et que nous préparons aussi la documentation avec les élèves de l'école alsacienne. C'est Maxime-Olivier Thibault Delage et le studio L'Arrière-Boutique qui assure l'enregistrement de notre émission. C'est Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui le produit. Et c'est vous que nous espérons retrouver la semaine prochaine, pour les uns sur la péniche quai de l'Hôtel de Ville et pour les autres de l'autre côté de ce micro. À la semaine prochaine.